Je sais pas ce que tout le monde pense, mais c'est très ouvert en fait. Plein de personnes peuvent décider d'être data analyst du jour au lendemain. J'ai fait le lycée au lycée classique. Sincèrement, genre, j'adore en fait, genre, chercher des solutions aux problèmes. Ne te mets pas de limites. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de travailler exactement dans ce qu'on étudie. Genre, je pense que mon métier est génial parce que il permet en fait de montrer au monde ce que les données racontent à travers des visuels. Bonjour, mademoiselle Chata Koulibaly. Bonjour, Mohamed. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va super. Donc, avant tout propos, merci d'avoir accepté de partager ta riche expérience avec moi et avec nos abonnés. Bien sûr. Et je suis persuadé qu'on va apprendre énormément du métier de Data Analytics dans cette interview. Bien sûr. Donc, je vais rapidement rappeler le déroulement de l'interview donc pour nos abonnés. Et puis, on va commencer sans transition. C'est bon? Ça marche, oui. Donc, on va faire l'interview en 4 grandes étapes. Dans la première étape, on va aller à la découverte de Siata Koulibaly et de ton métier également. Et par la suite, dans la seconde étape, on va s'intéresser aux réalités de ton métier. Donc, en termes de défis, de satisfaction et surtout, ce qui moi m'intéresse particulièrement, de rémunération. Okay. Même si on va pas rentrer dans les détails, mais bon, on verra en fonction de ce que tu veux partager avec nous. Il n'y a pas de souci. Et puis, avant de terminer, on va parler du futur de ton métier. Ouais. Donc, avec tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de AI. C'est ça, non? Oui, IA. Oui. Français, anglais, bref. Et les anglophones, excusez-nous. Donc, on va essayer de voir à quoi s'attendre pour le futur. Et puis, on va terminer par quelques questions pour te découvrir, enfin, pour te connaître un peu plus. Ouais. C'est bon pour toi? C'est bon pour vous également, les abonnés. Donc, on commence alors. La première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu peux te décrire brièvement et également décrire ton métier et puis par la suite, je vais poser d'autres questions. Bien sûr. Pour me décrire, je dirais que je suis Siata Koulibaly, senior data analyst, et je suis aussi fan de sport et de outdoor activities. Genre, quand je dis outdoor activities, tout ce qui est parties, les activités hors de la maison, oui, exactement. Donc, je dirais la marche, hiking, j'adore la nature, les voyages. Oui, c'est un peu ça. D'accord. Ok. Je pense que on va voir en quoi tous ces hobbies sont liés peut-être à ton métier. On verra en quoi ça consiste. Et tu as dit que tu es senior data analyst, c'est ça? En quoi ça consiste concrètement? Qu'est-ce que tu fais au quotidien en tant que senior data analyst? Ok, pour décrire ce que je fais au quotidien en tant que senior data analyst, je vais d'abord décrire ce que je faisais en tant que data analyst parce que c'est un peu ça et un peu plus de responsabilité. D'accord. Donc, en tant que data analyst, je suis beaucoup plus dans le dashboarding, créer des tableaux de bord, automatiser des processus, digitaliser en fait les procédures des différents business de la compagnie. C'est ce que je faisais en tant que data analyst. Maintenant, en tant que senior data analyst, je coach plus. Je fais aussi, si tu veux, le côté assez technique en fait du boulot et je laisse le reste en fait au reste de l'équipe. Donc tout ce qui est investigation SQL, investigation de logiciels avant que l'équipe ne l'utilise, je fais ça et après je les coach et puis je les suis en fait sur différents projets. Ok, donc tu es un peu plus dans le high level maintenant, tu donnes des instructions et puis les autres exécutent. Oui, et je travaille aussi, je fais pareil, mais il y a une bonne partie de mon temps qui est utilisée pour plus coacher ou superviser en fait le reste de mon équipe et puis les aider quand ils ont des soucis aussi. Naturellement, tu gagnes beaucoup plus. Mais bref, peut-être qu'on va en parler plus tard. Et j'avais envie de demander quels sont les débouchés, les évolutions. Mais je vois déjà que tu en as parlé un peu parce qu'avant, tu étais data analyst. Maintenant, tu es senior data analyst. Déjà, ça prend combien de temps de data analyst à senior data analyst et c'est quoi la suite en termes d'évolution? C'est différent pour tout le monde. Ça dépend vraiment en fait des qualités que tu dégages en fait. Et plus tu t'améliores dans tes tâches de tous les jours et que tu démontres en fait un certain leadership, plus vite ça va en fait. Donc pour moi, ça m'a pris environ 4 ans, je pense 3-4 ans pour être senior data analyst. Oui. Mais aussi, il faut voir en fait que genre c'était un peu retardé parce que j'ai beaucoup changé d'équipe à cause de restructuration de notre équipe. L'entreprise même, c'est ça? Exactement, à cause de restructuration organisationnelle. Donc ça fait que ça prend un peu plus longtemps parce que
Ok. tu changes d'équipe et tout. Ok, je vois. D'accord. D'accord. Donc, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui vont à la fin de la journée déterminer ton évolution. Oui. Ok. Et c'est quoi la suite? Ça, j'ai pas bien compris. Pour la Et suite, après, senior data après Senior analyst. Data Analyst, actuellement, j'essaie de transitionner en tant que Data Scientist parce Ok. que c'est beaucoup plus proche de mon éducation également, mon Parcours. Ok, background, mon parcours. On va en parler tout à l'heure. Yeah. Scolaire. Ok. Scolaire, oui. Moi, je disais, les anglophones, moi, c'est chaud. C'est beaucoup plus proche de mon parcours scolaire et puis c'était le but dès le départ, mais j'avais d'autres ambitions au départ. Donc, tu as anticipé la prochaine question. Enfin, la question que je m'apprête à poser, c'est effectivement lié à ton parcours scolaire. Donc, en termes d'études, c'est quoi ton background? Quelles études tu as effectuées pour aujourd'hui exercer le métier de senior data analyst? Ok. Donc, je retourne au lycée. J'ai fait le lycée au lycée classique. Ok. Oui. Après le lycée classique, j'ai fait... Donc, tu es Caïman, c'est ça? Oui. Caïman un jour, Caïman toujours. Je dis ça toujours. Après, j'ai fait le bac C. Ok, ok. Et après le bac C, je suis rentrée à UGB, à Bassam. Ok. Grand Massab. Ok. Oui. J'ai fait, je crois, 1 an et demi là-bas. Et puis, je suis allée aux États-Unis, à l'université de Central Arkansas. C'est là-bas que j'ai terminé mes 2 bachelors. Un en mathématiques, spécialité data science. Et puis, un autre en finance. Et après ça, je suis venue au Canada à UNB, Université de Nouveau-Brunswick. Et c'est là que j'ai fait mon master en quantitative investment. D'accord. Investissement quantitatif. C'est ça. Et c'est ça mon parcours, pas très long. Vraiment, enfin, tu as un background en mathématiques. Oui. C'est ça. À UGB, tu as fait les maths également, c'est ça? Oui, à UGB, j'ai commencé, je faisais en fait genre, des cours de finance là, des cours de maths là, mais j'adore les maths pour commencer. Donc, je voulais pas vraiment laisser ça partir. Et puis, j'étais aussi intéressée par le domaine des finances. Donc, après, je me suis dit, pourquoi pas faire les deux? Je vois. Et aujourd'hui, enfin, ça, c'est une digression, hein, mais on voit de moins en moins de jeunes filles s'intéresser aux mathématiques. Même pas que les jeunes filles. Tu sais, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, même, il y a un problème de prof de maths. Toi, quand tu faisais ton bac, je sais pas, c'est en quelle année déjà que tu as fait ton bac C? Mais genre, j'ai fait le bac, c'est en 2015. En 2015. Oui. C'est récent. Ok, ça fait 10 ans. Quand tu vois que ça fait 10 ans, tu te demandes, mais attends. Ton bac a une décennie. C'est vrai que ça fait longtemps quand même. Est-ce que, j'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes filles qui s'intéressent, qui étaient en bac C, par exemple, au lycée classique, et toi? Oui, comparé aux garçons, pas tellement, oui. Donc, je pense que c'était difficile particulièrement parce que par rapport aux garçons, ils étaient beaucoup plus nombreux, bien, ça allait. Non, pas forcément. Ok. Bon, genre, sans prendre la grosse tête, genre, j'étais toujours, en fait, au milieu des garçons, les top 5, en fait. C'est un très bon conseil à donner aux jeunes dames qui nous regardent, ouais. Et c'est vrai que j'étais la seule fille entre les top 5 de mes classes, mais du genre, il y avait quand même cette compétition, en fait. Je connaissais des classes où la première classe, c'était une fille, tu vois. Donc, c'est pas une histoire de, c'est beaucoup plus compliqué ou pas. Moi, je pense que ça vient beaucoup plus avec la peur, souvent, ou des blocages qu'on se met mentalement. Exactement. Mais quand t'as pas ça, il y a rien de différent, en fait, entre une fille et un homme, en vrai. Non, je suis totalement d'accord. Et c'est ce que même les données sur l'intelligence montrent. Il n'y a pas de différence. Mais effectivement, le blocage, le fait qu'on voit de moins en moins des dames ou des jeunes filles aller en série, c'est donc avoir un blocage, un préjugé, mais qui ne devrait pas être là. Donc voilà l'exemple j'ai envie de dire, voici l'exemple de Siata Koulibaly, donc, qui était au lycée classique, lycée d'excellence en Côte d'Ivoire, et qui était parmi les 5 premiers au bac, enfin, en série. Répéter ça. Donc, j'ai envie de demander parce que tu fais un parcours en mathématiques, après tu fais de la finance, mais maintenant c'est vrai que ton bachelor, ta licence, c'était mathématiques, spécialité data science, c'est bien ça? Mais après, tu fais la finance, mais maintenant, tu es data analyst. Donc, je me dis qu'il y a, enfin, je m'attendrai à ce que tu sois investment analyst. Ok, je vois. Tu fais le choix d'être data analyst et à quel moment tu as eu le déclic que c'est ce que tu veux faire, si c'est vraiment ce que tu veux faire. Ok, c'est vrai que mon master était en investissement quantitatif, mais ça ne veut pas dire investment analyst, tu vois. C'est beaucoup plus de statistiques derrière, mais c'est vraiment du genre comment investir sur des chiffres. D'accord. Exactement. Donc, quand même, j'avais tout ce background de coding derrière, de statistiques, de dashboarding et tout derrière. Mais le scope était encore plus grand, en fait. C'est juste ça. Et comment est-ce que j'ai fait le choix d'être data analyst?
C'est parce que ce qui est bien ici, c'est que genre, on a beaucoup de conférenciers qui passent en fait dans les classes pour avoir des discussions avec des élèves et tout. Et ce que moi je retenais le plus, c'était que les gens ont tendance à ne pas faire la différence entre ce qu'ils savent faire et ce qui est utile, ou ce qui est utile pour le business en vrai. Donc, il y a ce manque de coordination là. C'est vrai que je peux faire un travail super, genre, super, je sais pas, de grosse qualité, même si tu veux, en fait, qui pourrait, je sais pas, changer le monde. Mais après, si ça n'a aucune valeur pour ton business, ça ne sert à rien, en fait, parce qu'ils ne l'utiliseront pas, tu vois. Exactement. Et c'est un peu dans cette veine-là que moi, j'ai voulu avoir cette expérience du business avant de rentrer dans le bac. Parce que en tant que data scientist, tu vas créer des modèles et tout, mais tu ne les utilises pas en vrai. Quand tu les déploies, c'est d'autres personnes qui l'utilisent. Et quand tu travailles, c'est difficile d'avoir cette perception de, oh, si je l'utilisais, j'allais penser à quoi exactement en fait? Ça allait être quoi mes préoccupations et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi d'être data analyst d'abord. Donc, étant data analyst, si tu veux, je peux construire un genre. Et oui, genre, ça m'a fait changer de vision. Parce que là, maintenant, je me suis rendu compte que, en tant que quelqu'un de plus technique, toi et les personnes qui utilisent ou les gens du business, vous avez différentes priorités. Absolument. Exactement. Genre, eux veulent quelque chose qui leur donne un truc maintenant, qui a du sens pour eux, qu'ils comprennent et tout. Toi, tu es plus dans la performance et tout ça. Genre, c'est pas pareil, en fait. J'imagine que si tu veux produire quelque chose de performant, ça va prendre le temps que ça doit prendre, mais l'utilisateur, peut-être, il a besoin, comme tu l'as dit tout à l'heure, de son outil dans l'immédiat. Exactement. Donc, comment mesurer ou bien comment valoriser ces différents intérêts? Je pense que c'est quelque chose certainement d'important dans ton métier. Bien sûr, oui, c'est ça. Et est-ce que tu as eu des surprises quand tu rentrais dans ce secteur de data analysis? Bien sûr, genre, ma première surprise, c'était genre le manque de coding. Bon, ça, c'est une bonne surprise, mais bref, tu me diras. Non, disons, moi, mon parcours en maths m'a donné, en fait, disons, un certain parcours aussi. J'ai fait un mini minor en computer science. Et disons, ça a développé mon amour pour le programming et tout, en fait. Minor, comment on va traduire ça en français? Un peu. C'est pas ta matière de base, c'est une matière exactement. secondaire. C'est une matière secondaire, exactement. Genre, en informatique. Peut-être tu fais maths info, tu as plus mathématiques et puis tu fais quelques cours d'informatique. D'informatique, exactement. Juste pour avoir la base, en fait. Et en plus de ça, genre, même mes cours de maths avaient du coding à l'intérieur. Seulement que c'est pas forcément, en fait, genre, des coding de langage, en fait, si tu veux, de software development ou des trucs comme ça, tu vois. On utilisait plus R et Python, qui était plus basé sur les statistiques et tout. Donc, ça allait vite, en fait. Maintenant, genre, ça a développé ce côté-là pour le coding. Donc, ça fait que moi, je m'amusais avec, tu vois. Et au travail, tu te rends compte que tous les logiciels que tu utilises, c'est plus des drag and drop. Des drag and drop, c'est quoi? Du genre, tu cliques juste, tu fais tes spécifications à l'intérieur, mais tu ne codes pas, en fait. Genre, ça, le coding, c'est derrière et tout, tu vois. Ça, c'était une de mes plus grosses surprises et c'était pas agréable du tout parce que genre tu as besoin de conditionner ton cerveau différemment. Absolument. Exactement. Et donc ça fait qu'au départ je code et puis j'intègre. Mais après tu t'habitues. Oui, bien sûr. Parce que c'est comme si, je sais pas si en codant, vu que tout est un peu comme style dashboard, en codant, est-ce que ça te permet d'avoir une performance additionnelle ou pas du tout? Ou ça te perd le temps inutilement? Là, j'en viens. Ça dépend. Il y a certains logiciels comme Alteryx et tout, où coder le rend plus long parce que ces outils sont intégrés. Donc, c'est beaucoup plus facile de digérer ce genre d'informations que d'intégrer genre un langage externe. D'accord. Ça va fonctionner, oui, mais genre, ça sera beaucoup plus long en fait. Côté performance, tu ne vas pas gagner du temps du tout. Mais par exemple, actuellement, on a transitionné sur Power BI, je crois, depuis maintenant 2 ans, 2 ans et demi. Et Power BI, juste tu codes mieux ça en fait, parce que genre, tu arrives à faire beaucoup plus de customisation à l'intérieur de tes codes. Et ça te donne des... Personnalisation, c'est ça? Oui. Tu arrives à personnaliser ton code, oui, tes outils et tout ça. Et puis aussi, du genre, tu arrives aussi à améliorer ta performance parce que tu peux agréger, en fait, genre, plusieurs étapes en une seule, des trucs comme ça et tout. Tu peux créer du SQL dedans, ça le rend plus rapide et tout. Donc, oui, là, coder, ça peut avoir son utilité. Donc, ça dépend vraiment des outils. D'accord.
Et donc, il y a des fausses croyances. J'imagine que peut-être coder, c'est une fausse croyance, je sais pas. Ou bien il y a d'autres fausses croyances. Coder, c'est une fausse croyance en vrai parce que genre, j'ai rencontré d'autres personnes, des plus jeunes, Mhm, qui me demandaient, mais tu fais quoi? Et ils pensaient en fait, parce que genre, ils ont des backgrounds en informatique et tout, mhm. ils pensaient vraiment que j'avais beaucoup plus de coding et Donc, tout. voilà. On n'allait pas faire ça ici. Non, oui, du Mhm. genre, et puis tu peux avoir différentes technicités, dépendamment de l'équipe dans laquelle tu es, mais quand même, du genre, en tant que data analyst, c'est beaucoup plus de dashboarding Je qu'autre vois. chose. D'accord. Je pense que ça, c'est intéressant. On a eu quelques détails sur le métier. Ah, On va revenir dans la deuxième partie sur les défis. mhm, Là, ce que j'ai envie d'aborder maintenant, c'est un sujet qui va intéresser les abonnés. C'est en termes de compétences et de qualité. mhm. Donc, on va parler de pour qui le métier est fait et pour qui le métier ne conviendrait-il pas. Donc, déjà, j'ai envie de commencer par les compétences. Donc, les compétences techniques qu'on apprend à l'école. Donc, Yeah. quelles sont les compétences qui sont utiles pour exceller dans le métier de data analyst Mhm. et également quelles sont les qualités interpersonnelles que tu penses être utiles pour mieux exécuter ce métier. OK. Donc, en tant que data analyst, je sais pas ce que tout le monde pense, mais c'est très ouvert, en fait. Plein de personnes Okay. peuvent décider d'être data analyst du jour au lendemain, tant qu'ils sont ouverts à apprendre. Pourquoi je dis ça? Mhm. Avec les logiciels, avec les différents outils et tout, où t'as pas besoin de coder, c'est beaucoup plus facile d'apprendre, en fait. Mhm. Et tout le monde peut l'apprendre. Okay. Même quelqu'un qui vient de commencer l'université, genre, ça va, en fait. Donc, on n'a pas besoin de faire un bac C Non, pour cela, ok. non. Ok, Tu peux être littéraire, tu vas venir être data analyst, du genre. d'accord. Si je te dis que moi, mon manager, il a fait du political science, tu vas croire ça? Non, ça allait me Exactement. surprendre. Donc, vous qui nous suivez en ce moment, qui avez fait des études en littérature, continuez la vidéo. Ouais. Donc, ce métier pourrait être fait pour vous également. Oui, c'est beaucoup plus, toi, ouvert à apprendre. Ça, c'est pas le côté technique, comme tu as dit, mais oui, tu apprends beaucoup sur le tas. Mhm. Et puis, les logiciels, ça change fréquemment. Absolument. Ouais. Donc, il faut vraiment être ouvert. Certains seront plus compliqués à apprendre que d'autres, Mhm. mais il faudrait être ouvert à apprendre. Ok. Et pour le parcours, savoir comment les données fonctionnent dans le bac, c'est très important Mhm. parce que ça t'aide avec tes calculs et tout ça. Et pour ça, que tu aies une formation en informatique, en mathématiques, je dirais même en MIS, c'est Information Technology. Ok. Tire un peu vers l'informatique. Ça tire un peu vers l'informatique, mais Mhm. disons, c'est pas aussi technique que l'informatique. C'est beaucoup plus de management mélangé à Ok, l'informatique ok, et tout. ok. Même ça aussi, ça Mhm. passerait. Mais toute filière qui va te permettre De de, comprendre les de données. comprendre les Mhm. données, en Mhm. fait, au-delà du dashboarding que tu fais, comment Mhm. est-ce que ça se comporte derrière, Mhm. Mhm. c'est très C'est très important. utile. Donc, je pense qu'il y a des éléments intéressants. Donc, quel que soit le background littéraire ou scientifique, Ouais, le métier n'est pas fermé du moment où on est ouvert à l'apprentissage. ouais, C'est ça? c'est ça. Et je pense que c'est très bien noté. Tu as parlé un peu des outils, hein, mais pour résumer, quels sont les outils que tu utilises au quotidien dans ce métier? Actuellement, j'utilise MySQL, Management Software. J'utilise Alteryx, Power BI, Tableau. Je crois et puis j'utilise R de temps en temps. Ok, ok. Ça dépend vraiment des projets. Et je pense que actuellement c'est vraiment plus ça que j'utilise. Au départ, Ouais. j'utilisais aussi Python un peu. Mhm, mhm. Mais maintenant, j'ai beaucoup moins de Python que j'utilise. Ok. Quand j'essaie de réfléchir, est-ce que j'oublie certains? Probablement non. Mais Je si tu pense que ça dois va. les classifier, c'est plus des logiciels statistiques ou comment tu classifies ce groupe de logiciels-là? Ok. Alteryx et Power BI Mhm. sont beaucoup plus data analyst centered. Analyse de Euh, données. Analyse de données, du genre Ok. dashboard, Mhm, les mhm. tableaux de bord et tout. C'est vraiment ce que eux font en fait. Et puis il y a Tableau aussi, oui, j'utilise Tableau également. Tableau, Power BI, les tableaux de bord. Alteryx, ça feed en fait Tableau pour l'utilisation qu'on a, Mhm. mais Alteryx c'est beaucoup plus centré sur la transformation de données. Il y a MySQL qui est beaucoup plus pour des data testing, Ok. genre quand tu veux tester ta base de données ou tu veux modifier ta base de données, Mhm. ça c'est MySQL. Ok. Euh, et puis R, c'est beaucoup plus statistique. Statistique. Mhm. Mais évidemment, genre, tu ne vas pas faire du développement de logiciels avec R, Mhm. beaucoup plus statistique. Mhm. Python a beaucoup d'autres utilisations, mais moi, Mhm. j'utilise beaucoup plus dans le domaine statistique Ok, également. comme R en fait. Exactement, Ok. oui, c'est un peu ça. D'accord, je pense que c'est bien noté. Ça nous permet en tout cas d'avoir une idée, j'ai envie de dire générale, sur notre Mhm. invité et Ouais. sur son métier également. C'est le bon moment de parler des défis de ton métier.
Mhm. Donc, la première question d'ailleurs que je vais te poser, c'est quels sont les plus grands défis de ton métier? Je dirais les plus grands défis du métier, c'est changer de logiciel du jour au lendemain. Parce que, genre, apprendre, oui, mais genre, tu dois transitionner, en fait, Mhm, genre, tes rapports. Parce que quand une compagnie décide d'adopter un nouveau logiciel, mhm. ils vont essayer, en fait, de transitionner la plupart de leurs rapports sur le nouveau. Et généralement, ce sont pas les mêmes langages, en fait. Et quand ce sont pas les mêmes langages, ce que tu peux faire avec un, tu peux le faire avec l'autre, Mhm. certes, mais différemment. Donc, tu vas encore du genre, Faut t'adapter. exactement, tu Mhm, t'adaptes, tu vas devoir faire un peu du genre une traduction dans ta tête pour mhm. voir du genre, ça, je le fais ici, mais comment Comment est-ce je que le fais je de l'autre transpose côté? Ouais, ici? ouais. Oui, exactement. Donc, je dirais, c'est un peu plus ça, en fait, genre, les défis du métier. Et puis, autre chose, c'est quand t'es pas assez technique, l'apprentissage est un peu plus long. Moi, quand je prends mon équipe, je suis peut-être la seule qui a un background en mathématiques. Mathématiques, ok. Genre, je suis la seule qui est assez technique, donc ça fait que, bon, finalement, quand on parle de base de données, des bugs à régler, je suis la seule à gérer ça, en fait, Ok, parce que, genre, ok. mon équipe prend beaucoup plus de temps à se rendre compte, en fait, que, ah, voici Il y a le une problème erreur qu'elle a. peut-être ici, voici le Oui, problème. le Mhm, troubleshooting est beaucoup plus mhm, long pour eux. mhm, mhm. Donc, je dirais, ça apporte un plus, ça te permet, en fait, de D'aller stand plus out. vite que les autres, donc Oui, et puis même de de te stand faire out, en fait, de te remarquer. faire remarquer Mhm, exactement. mhm. Parce que, ben, tu deviens un peu cette petite pièce de l'équipe Rare de là, l'équipe, ouais, ouais. exactement, qui est Mhm. un peu indispensable aussi, Si, tu si, si, vois. si. Ouais, je vois. Donc, oui, ça, c'est important. D'accord, donc tu es le pilier de l'équipe. Bref, on poursuit. Non, mais c'est intéressant, hein. Vous voyez, les abonnés, on reçoit une experte en data analysis aujourd'hui. Et donc, tout ça, c'est pour vous permettre d'avoir les informations super utiles sur le métier. Donc, Mhm. suivez la vidéo jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire maintenant. OK? Et là, j'ai envie de parler maintenant d'échecs dans le Mhm. métier, bien évidemment, Ouais. ou dans ton parcours professionnel. On connaît tous des échecs, enfin, pas tous, tu nous diras. Est-ce qu'il y a un échec marquant que tu as connu dans le parcours professionnel qui t'a Mhm. appris quelque chose d'important que tu veux partager avec nous? Oh oui, je viens de me rappeler, il y a un truc. Quand je venais de commencer en tant que data analyst, comme j'ai dit, genre, tu arrives, genre, tu es assez technique. Côté business, du genre, c'est pas trop ton fort. Comme on le dit là, tu es zélé, en fait, tu vois. L'un de mes premiers projets, pas le premier, mais l'un de mes premiers, si je te dis que jusqu'à aujourd'hui, l'équipe n'a pas utilisé, en fait, les résultats, la solution de ce projet. Pourquoi? Parce que, j'avais pas été intégrée, en fait, dans les discussions du projet en amont. Mhm. Et c'est juste à la fin, ils m'ont dit, OK, on a besoin de ça, ça, ça. Donc, évidemment, tu ne peux pas vraiment, tu travailles avec ce que tu as, mais genre, tu ne peux pas, en fait, Ils ne comprenaient pas la vision du projet ou non, tu comprends la vision du Mhm. projet, mais tu ne sais pas, en fait, à quel point tu peux modifier, en Modifier. fait, le Ok, ok, projet, tu ok. vois. Ok. Genre, à Tu quel sais pas point tu la peux flexibilité que améliorer, tu as. Ok, exactement. Tu sais pas ok. la flexibilité que tu as, je sais pas à quel point tu peux améliorer le projet et tout. Et j'ai travaillé avec ce que j'avais, ce qui marchait très bien. Ils l'ont utilisé pendant quelques mois. Mais après une année, ça a commencé à avoir, en fait, du genre, des caveats, tu vois. Il y a X Des qui ne marche limites. Mhm. pas, oui, il y a ça qui ne marche pas. Et je me suis assise, je me suis dit, mais attends, mettons que je connais tous nos systèmes, on pouvait construire ça beaucoup plus facilement, en Mhm, fait. mhm, De un, beaucoup plus facilement et beaucoup plus efficacement, en fait. mhm, mhm, Donc, j'ai retravaillé, j'ai demandé, en fait, la permission de retravailler dessus de zéro. mhm. Et ça m'a été accordé. J'ai fini par retravailler dessus pour construire un autre truc qui est maintenant utilisé. Je Le tout vois. premier, Il n'a pas non, utilisé du pas tout. du tout. Et Donc, c'est, la leçon que tu tires de là, c'est vraiment d'être associé au début, c'est ça? oui. Ok, ok. Oui, et du genre, ça, du genre, je me suis dit, je ne rentre plus dans un projet où je ne sais pas où ça a commencé, où ça va terminer, Mhm, du genre, mhm, je dois savoir, en fait, où ça a commencé, quelles sont mes options, et puis mhm, maintenant, genre, on discute, en fait. mhm, Après, mhm. vu que, évidemment, le business, c'est le business, tu n'auras pas forcément, en fait, cette largesse-là de changer certains trucs, mais au moins avoir la discussion, c'est très important. Ok, ok. Je pense que ça, c'est un très bon conseil pour ceux qui sont déjà dans le métier ou pour ceux qui s'apprêtent à rentrer dans le métier, au moins Mhm. avoir cela en tête, chercher à être au début des projets Ouais, et pour savoir la flexibilité que vous avez. Sinon, vous allez produire des choses aussi intéressantes soient-elles, mais elles ne vont pas être utilisées. exactement. Là, j'ai envie de parler maintenant de la satisfaction que tu as
dans ton métier? Qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui te motive au quotidien? Ok, actuellement, ce qui me plaît le plus et qui me motive au quotidien, je dirais rendre la vie des gens un peu plus facile. Dis-nous plus. Généralement, avec les projets sur lesquels je travaille, ce sont des procédures, en fait, qui sont vraiment, pour moi, interminables parce que, genre, moi, je suis paresseuse, donc j'aime trouver le moyen le plus facile de faire les choses. Mais oui, genre, tu te rends compte, en fait, que les procédures sont vraiment lentes. Donc, le faire manuellement, ça te prend beaucoup de temps que tu gagnes, en fait. C'est-à-dire, au lieu de passer 2 heures à créer un fichier, si tu peux l'avoir en quelques secondes, tu imagines, en fait, le temps que tu gagnes. Exactement. Et tu imagines aussi le temps que tu peux utiliser pour faire autre chose qui apporte de plus grosses valeurs, en fait. Donc, je dirais, oui, c'est ce qui m'encourage à aller au travail tous les jours et aussi débloquer les situations. Quand il débloquer les situations, souvent, on peut avoir des erreurs qui peuvent même venir de notre base de données, pas forcément de nos rapports. Mais genre, savoir que c'est de là que ça vient, genre, pourquoi est-ce qu'il y a ce problème-là? Actuellement, c'est ce qui occupe la plupart de mes journées. Et sincèrement, genre, j'adore, j'adore, en fait, genre, chercher les solutions aux problèmes. Tu aimes trouver des solutions aux Oui. problèmes. Ok, ok. C'est pas toujours qu'on apprécie le métier qu'on fait. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui sont dans des métiers qu'ils n'aiment pas, mais qui font ces métiers-là parce qu'elles n'ont pas le choix. Et je pense que c'est une bonne chose que toi, le métier que tu exerces présentement, tu l'aimes. Et donc, ça me permet de faire la transition pour parler de, si tu veux, des aspects financiers, même si on va pas rentrer dans les détails, mais est-ce que c'est un métier qui permet de bien gagner sa vie? Oui, genre, ça va, quoi. Moyennement. Moyennement, c'est la modestie, c'est ça? Dépendamment de la compagnie avec laquelle tu travailles, oui. Et puis aussi, ça dépend des équipes dans lesquelles tu es. Et du background que tu entraînes avec toi, en fait. Oui, genre, en général, ça paye bien. Ça va. Oui, ça va. Classe moyenne supérieure au moins. Ça dépend. Ça dépend vraiment du genre. Si tu entres en tant que entry level, tu vas avoir vraiment une classe moyenne. Tu vois. Mais quand tu avances un peu plus, oui, du genre, tu vois le changement. Tu vois le changement, oui. Ok. C'est bon à savoir parce que après travailler, c'est bon de le faire par passion, mais c'est également l'un des moyens qu'on a pour subvenir à nos besoins. Et donc, si ça permet de bien gagner sa vie, je pense que les abonnés, c'est une information très utile qu'ils ou elles vont noter. Ce que j'ai envie de demander maintenant, c'est est-ce que tu penses que le métier que tu fais, il est suffisamment valorisé, non seulement par vos clients, mais également par la société? Donc, oui, c'est assez valorisé, mais souvent, on peut être en face de personnes qui ont passé des années, en fait, à leur poste, qui savent exactement ce qu'ils font, qui ont confiance aux résultats qu'ils ont. Donc, donner cette confiance-là à un autre outil, c'est vraiment compliqué la plupart du temps. Donc, on passe aussi notre temps à faire beaucoup de coaching, beaucoup de genre de change management, genre gérance de changement et tout, avec les clients et tout. Donc, oui, je pense que c'est plus ça. Mais sinon, oui, quand le client arrive à adopter ta solution, ils adorent, en fait. C'est-à-dire, à la fin, eux-mêmes t'envoient des idées ou genre, ils sont tout heureux. Donc, c'est vraiment avant d'adopter, c'est peut-être là qu'il y a souvent des difficultés, mais une fois que le client adopte, tout se passe très bien. Oui. Donc, je pense que c'est à ce stade, on a vraiment beaucoup d'informations sur le métier. On va maintenant s'intéresser au futur du métier. Je pense que tu sais certainement tout ce qui se passe comme avancée au niveau de l'intelligence artificielle. Et donc, je pense qu'en 2022, en tout cas récemment, il y a quelques années, on parlait de ChatGPT. Donc, OpenAI, l'innovation que OpenAI a faite, mais aujourd'hui, on parle tous ou presque tous de Claude. Donc, tu vois comment les choses sont en train d'évoluer et presque tout le monde, en tout cas, tous ceux qui font des métiers un peu techniques et même moins techniques commencent à adopter l'intelligence artificielle. Donc, on a envie de savoir comment tu vois l'évolution du métier en face de toutes ces évolutions technologiques-là. Donc, la première question, c'est comment tu vois l'avenir de ton métier dans les 10 prochaines années? Ok, dans les 10 prochaines années, je pense que ça va changer. Disparaître, je ne pense pas, mais je pense que ça va beaucoup changer. Pourquoi je dis ça? C'est parce que aujourd'hui, par exemple, le défi vraiment que les gens ont, c'est pas l'IA. Pourquoi? L'IA aujourd'hui peut faire beaucoup de choses, tu vois. Mais généralement, les compagnies ont peur de s'aventurer là.
D'accord. à cause de la sécurité de leurs données, la sécurité de leurs procédures et même, disons, the accuracy. Ok, la justesse des La résultats. justesse des résultats. Aujourd'hui, tu vois beaucoup de modèles en fait basés sur l'IA Se trompe. qui est encore réentraîné Ok. sur les données locales. Donc, il y a ça qui part un peu même genre avec l'IA qui est réentraînée sur des données locales. Genre, tu n'auras pas en fait toute la performance de l'IA quand même derrière, tu vois. Donc, l'ouverture des compagnies pourra ralentir les choses. Ok, ok. Mais quand ça sera complètement ouvert, je pense que là où le métier va changer, c'est avoir des personnes qui peuvent prompter l'IA proprement pour toujours tomber sur le même résultat. Parce que le problème aussi avec l'IA, c'est tu peux le prompter aujourd'hui, il va te donner certains résultats, demain le résultat sera différent en fait. Mais le prompter de telle sorte qu'il donne toujours le même résultat, qu'il n'y ait pas d'erreur et tout, et que genre ça fonctionne vraiment proprement comme on le voudrait. Donc je pense en fait que ça va sûrement changer vers ce genre de métier-là, Ok. où on sera plus dans les instructions que dans la construction La elle-même. construction, je vois. Donc, comme tu l'as dit, je suis totalement d'accord avec toi parce que les modèles d'IA, ce sont des modèles probabilistes. Et donc, comme tu l'as dit toi-même, les solutions vont changer, même parfois avec la même instruction, sauf si c'est très bien calibré pour que la solution soit déterministe. Et donc, les entreprises, en tout cas, veulent des choses déterministes, donc veulent avoir de la prédictibilité, c'est ça? Et je suis d'accord avec toi que effectivement, ceux qui seront capables de effectivement communiquer avec les outils IA pour avoir des solutions déterministes dont ils ne changent pas seront des personnes recherchées dans l'avenir. Là, j'ai envie de parler de l'accès au métier et la pertinence de la formation. Selon toi, c'est quoi le meilleur moyen d'accéder au métier? Je pense que on en a un peu parlé parce que tu as dit qu'il n'y avait pas forcément de background prédéfini et qu'il fallait être ouvert, mais je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur cette question. Maintenant, il y a des formations de data analysis dans les écoles maintenant, genre directement, tu veux te former en tant que data analyst, il y a ces formations-là maintenant, mais je dirais c'est aussi inclus en fait dans d'autres parcours. Donc, du moins, moi, mon conseil, ça pourrait ne pas aller à tout le monde, mais il faudrait pas en fait cloisonner sur un seul chemin de carrière. Donne-toi au moins cette flexibilité-là d'avoir le choix en fait. Donc, oui, je dirais, si tu veux vraiment que faire data analysis, il y a des filières pour. Si tu veux faire autre chose, sois libre de faire autre chose, que ce soit en sciences, en ingénierie, informatique, mathématiques. Oui, ça te forme beaucoup plus pour faire genre des tableaux de bord et plus en fait. Donc, ça fait que pour comprendre les données, pour savoir comment est-ce que le code que tu écris marche. Et ça, je pense en fait que ça te donne l'ouverture pour être data analyst. Mais au cas où tu changes d'avis, tu as aussi d'autres options. Tu vois. Je pense qu'une grande partie de nos abonnés sont des pays de l'Afrique. Donc, par exemple, prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu penses que le système éducatif forme bien au métier de data analyst? Si c'est une question sensible, on peut passer. Oh non, mais non. En vrai, oui, genre, j'ai des amis qui ont fait data science ou même en maths info. Il y a beaucoup de coding, il y a même des tableaux de bord. Je sais en fait que j'ai des amis qui ont ces mêmes capacités-là en fait, qui ont étudié exclusivement en Côte d'Ivoire, tu vois. Donc oui, il y a la possibilité pour se former en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. pour ce métier. D'accord. Oui. Et donc, je veux que tu t'adresses aux jeunes qui te regardent et à un jeune qui il t'a écouté, tu parles tellement bien qu'il est intéressé par ton métier. Donc, si tu as un seul conseil à donner à ce jeune-là, ce serait quoi? Ne te mets pas de limites. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de travailler exactement dans ce qu'on étudie. Genre, si j'ai étudié la communication, mais que je veux être data analyst, j'ai la possibilité de le faire. Je peux m'auto-instruire. Je peux essayer d'apprendre en fait sur le tas, mais ne vous mettez sûrement pas en fait de limites. Et comme on le dit, the sky is the limit. J'entends que tu n'as pas de limite mentale. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Donc oui, ça sera ça mon conseil. Merci pour ton conseil. Je pense que les abonnés sont très contents de ton conseil. Et comme ils sont contents, moi également, je suis content. Aujourd'hui, je vais te donner l'opportunité de répartir à zéro. Donc, si tu as cette opportunité-là, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Oui, j'allais peut-être être beaucoup plus sociable. Comme j'ai dit, j'allais être beaucoup plus sociable. C'est difficile d'être sociable avec les mathématiques, c'est ça, ou c'est pas lié?
Pas forcément, genre, je suis naturellement pas très sociable, généralement en petit groupe, mais genre, je suis un peu plus introvertie, en fait. C'est de là qu'est parti mon choix même d'être data analyst parce que je voulais vraiment faire face, en fait, au business. Je voulais pas juste être là avec que mon ordinateur et puis être sociable, participer aux conférences un peu plus, aux compétitions à l'école, oui, un peu plus. Quoi d'autre? Mais oui, je dirais. Et puis aussi, genre, rester concentré. Quand tu es jeune, c'est très difficile de ne pas être concentré. Mais quand tu arrives à le faire, quand tu te poses après, tu as l'opportunité de faire, en fait, ce que tu veux et du genre, avec beaucoup plus de largesse, en fait. Donc, je dirais ça, être concentré, mais aussi ne pas oublier, en fait, de développer ce côté social-là, de créer des connexions parce que oui, ça aide. C'est vrai qu'il faut te faire de bonnes connexions aussi, en vrai, parce que tu peux ne pas te faire beaucoup de connaissances, mais avoir des connaissances, en fait, qui pèsent vraiment, que connaissent 1000 personnes et puis après. Pour avoir de bonnes relations, c'est ça? Exactement, avoir de bonnes relations, genre. Ouais. Donc, l'interview est intéressante, j'ai pas vu le temps passer, malheureusement. On arrive à la dernière partie, donc toute bonne chose a une fin. Je sais que les abonnés également, ils se délectent à regarder cette interview. Comment je me délecte à te poser des questions. Mais bon, on va passer à la dernière étape où on va essayer de te connaître un peu plus. Donc, la première question, c'est un challenge pour toi. Moi, je suis très difficile à convaincre. Donc, je te donne l'opportunité de me convaincre que ton métier, il est génial. Donc, je t'ai écouté, tu parles tellement bien. Tu dis, on gagne très bien sa vie en tant que... C'est très là, je pense que c'est toi-même, tu as envie aussi. Moi, je suis intéressé, tu vois. Ok. Mais, il y a une dernière étape. Donc, tu as 30 secondes à 1 minute pour me convaincre que ton métier, il est génial. Ok. Pourquoi est-ce que mon métier est génial? Parce que il permet en fait de montrer au monde ce que les données racontent à travers des visuels. Comme on le dit, une image vaut 1000 mots. C'est exactement ça, en fait. Je dirais, ça exprime exactement ce que le data analyst fait, en fait. Il utilise des images pour te raconter une histoire. Une histoire. Plusieurs histoires même, peut-être. Oui, plusieurs histoires. Les abonnés, je sais pas pour vous, mais moi, je pense que Dieu merci, j'ai fait les mathématiques, mais pas Dieu merci, puisque peu importe, même si tu n'as pas fait les mathématiques, tu peux faire le métier. Mais je pense que je vais considérer le métier de data analyst. Et là, j'ai envie de te demander quelle est la personnalité qui t'inspire le plus. La personnalité qui m'inspire le plus. Aliko Dangote, comme j'aime bien le dire, parce que il exprime en fait cette volonté-là de vouloir réussir et de pouvoir réussir, quel que soit ce qu'on attribue à nos pays africains. Je sais que souvent, on aime bien se dire, oh, on n'a pas de chance parce qu'on n'a pas de relation ou parce que X, parce que... Mais mon point ici, c'est on peut surmonter ça, en fait. On peut surmonter ça, être quelqu'un d'important demain, sans pour autant, du genre, être tiré, en fait, à l'arrière par, genre, notre background, notre pays d'origine. Oui, donc, on peut être cette fierté-là, en fait, de notre entourage, de notre pays, de notre continent, même, en fait, si on le veut. Donc, il faut se dire que c'est possible de réussir, même si on n'a pas forcément commencer à un niveau peut-être très élevé si tu prends l'échelle de réussite. Donc, il faut croire en soi, il faut travailler et puis la réussite va nous donner rendez-vous dans quelques années peut-être. Bien sûr. Donc, je pense que c'est de cette personnalité-là, tu donnes un très bon conseil à nos abonnés. Merci pour ça. C'est vrai, tu as parlé un peu de ce que tu aimes faire, de tes hobbies au début, mais je te donne l'opportunité de résumer. Peut-être parler de 2 passions que tu as en dehors du travail. En dehors du travail, si je dois choisir que 2, c'est dur, mais je dirais les voyages. Et je vais combiner 2 là, genre la cuisine et le sport. Oui. Donc, je vais te donner 3 si tu veux. Voyage, cuisine, sport. Le voyage du genre, c'est le tour du monde où il y a des endroits spécifiques que tu visites. Idéalement, avant de quitter cette terre, je veux faire le tour du monde, mais ma priorité première, c'est vraiment faire un tour d'Afrique. Parce que je veux vraiment m'imprégner des différentes cultures africaines et tout, parce que j'en ai vraiment riche en culture. Il y a 90% du tour d'Afrique déjà. Non, actuellement, j'ai fait que la Côte d'Ivoire et le Maroc. Mais quand j'ai Côte d'Ivoire, pas seulement vivre à Abidjan, j'ai vraiment fait en fait l'intérieur du pays, faire un voyage touriste.
Mais oui. Donc, on arrive vraiment, vraiment à la fin et il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites, beaucoup d'informations utiles. Et peut-être que certains de nos abonnés voudront avoir plus d'informations ou bien voudront peut-être être mentorés, c'est ça? Donc, je sais pas si tu es disponible sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse te suivre. Si oui, où est-ce qu'on peut te suivre? Oh, bien sûr, je suis disponible sur LinkedIn. C'est mon nom, Siata Koulibaly. Vu qu'il y a plusieurs Siata Koulibaly sur LinkedIn, je pense qu'on va mettre le lien en description. Absolument. Que ce soit plus facile pour les uns et les autres. Mais oui, bien sûr. D'accord. Donc, merci déjà pour ta disponibilité. Et là, c'est vraiment la dernière question. Donc, c'est ton mot de fin. Et pour ton mot de fin, tu as le choix entre une anecdote, une citation ou un dernier conseil. Je pense que je vais aller pour un dernier conseil parce que la citation dont je conseille, bon, un dernier conseil, c'est de ne pas avoir peur, en fait, de prendre des responsabilités plus haut que soi parce que ça permet de grandir. Ça permet aussi aux gens de développer, en fait, certains aspects de nous-mêmes qu'on n'aurait jamais pensé avoir. Aussi, ne pas se dire, oh non, ça, c'est pas pour moi. Ou selon ma personnalité, je ne peux pas faire ça. Le leadership n'a pas de visage, il n'a pas de couleur, il n'a pas de genre non plus. Donc, tant que tu peux impacter, vas-y, quoi. Merci, Siata Koulibaly, pour ta disponibilité, d'avoir partagé avec moi et nos abonnés ta riche expérience, de nous avoir donné des conseils utiles et de nous avoir convaincus que ton métier, il était génial. Moi, je suis convaincu en tout cas. Et merci pour ton dernier conseil. Donc, sortir de sa zone de confort, faut pas avoir peur de prendre de grandes responsabilités. Et je pense que les abonnés ont bien noté. Merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. C'était un plaisir.